Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Merci d'être revenu dans l'émission. Si je ne me trompe pas, vous êtes actuellement à Saint-Pétersbourg. C'est exact. Ma femme et moi gardons un appartement ici, donc c'est un peu comme être chez soi. Bien sûr, quand on s'absente d'un endroit pendant 5 mois, on oublie comment fonctionne tel ou tel appareil, comment fait-on marcher le lave-vaisselle ici, ce genre de choses. Mais à part cela, ces petits désagréments ne sont rien comparés au plaisir d'être ici. Eh bien, ce dont je voulais discuter avec vous, c'est du déclin de la dissuasion de la Russie, ou du moins de la crédibilité de sa dissuasion. C'est une question tout à fait importante. Une dissuasion nucléaire crédible a maintenu la paix pendant la guerre froide, car les deux camps savaient qu'ils ne devaient pas franchir certaines limites. Une fois que ces limites ne sont plus respectées, on risque d'aller toujours plus loin sur cette voie. Et plus on attend pour rétablir sa dissuasion, plus on risque de bouleverser l'équilibre tout entier. L'une des principales critiques, ou du moins des inquiétudes, en Russie, a été que le Kremlin a laissé sa dissuasion perdre en crédibilité. Au fil du temps, la Russie n'a pas vraiment réagi avec fermeté aux escalades de l'OTAN, en particulier aux frappes à longue portée menées en profondeur sur son territoire, touchant à la fois des cibles militaires et commerciales. Et puis bien sûr, il y a eu ce que nous avons vu en juin, les attaques contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Il me semble qu'il y a désormais une volonté de procéder à une réorientation majeure. Je me demandais si vous entendiez la même chose. Eh bien, la question est évidemment débattue dans les plus hautes sphères de l'establishment de la politique étrangère à Moscou. Et je tiens à préciser un point qui ne serait pas évident pour le grand public. Ce dont vous et moi allons parler est une question d'une importance considérable et attire l'attention des professionnels de la politique étrangère et de la défense. Le grand public, à la lumière de ce que je vais dire sur la conduite de M. Poutine, le perçoit différemment. On parle du comportement courtois de cet homme, de sa tolérance face au comportement puéril voire insultant des présidents américains, j'emploie ici le pluriel, et des dirigeants européens. Et cela leur paraît crédible. Ils s'en accommodent très bien. Ils sont heureux d'être plus éloignés de la guerre, telle qu'ils l'aperçoivent. En tant que professionnel, et vous l'êtes certainement au plus haut point, puisque c'est véritablement votre première spécialité, nous avons une vision différente. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où la force fait le droit. Je ne porte pas de jugement, j'énonce un fait. Dans le domaine de la géopolitique, la force fait le droit, et les faibles et les timides ont tendance à être écrasés. Ce n'est pas quelque chose que le grand public aime comprendre. Il ne saisit pas non plus que lorsque des personnes sont présentées lors d'un événement public, un de ceux qui, nous dit-on, rassemble les grands et les bons, cette distinction même est au premier plan dans l'esprit des organisateurs. Il y a une différence entre être grand et bon et être puissant et décent. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes. Voici ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Le problème qui se pose maintenant, tel que vous le décrivez, c'est une faiblesse ou une perte de valeur dissuasive de la Russie. Nous en avons parlé la dernière fois, et comme vous l'avez dit, il y a 3 composantes à cela. Ce qui semble manquer à la Russie actuellement, c'est la démonstration qu'elle est prête à utiliser les moyens dont elle dispose, ainsi que la communication de cette détermination, à la fois à ses adversaires et au grand public. Cela dure depuis un certain temps. Ce n'est pas arrivé hier. Je reviens à cela lorsque nous parlons de M. Trump à la période précédant même son entrée en fonction, son premier mandat, en décembre 2016,
lorsque l'administration Obama sortante lui a tendu une coupe empoisonnée en confisquant les propriétés diplomatiques russes aux États-Unis. Ils s'attendaient à ce que cela provoque une réaction violente de Moscou, ce qui aurait gâché les relations dès le premier jour. Mais il n'y a pas eu de réaction crédible de la part de Moscou. Ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire à ce moment-là. Ainsi, la faiblesse, l'incapacité à réagir de manière traditionnelle, conformément aux normes diplomatiques et aux règles de conduite, se manifestait déjà chez M. Poutine et son administration à cette époque. Ça n'a commencé hier, cela s'est accumulé au fil du temps, avec des actifs stratégiquement plus importants mis en péril, comme vous l'avez décrit dans l'introduction, sans que la Russie n'apporte de réponse adéquate. Depuis 2018, ils n'ont fait que souligner qu'ils disposaient d'un matériel militaire de pointe, en passe d'entrer en production de séries moyennes et d'être intégrés aux forces armées. Mais lorsqu'il s'est agi de répondre de manière appropriée aux actes méprisants commis par Biden, rien ne s'est passé. Ainsi, la confiance s'est renforcée aux États-Unis et en Europe occidentale, et M. Trump a récemment qualifié la Russie de tigre de papier. Bien sûr, tous les commentateurs se sont mis à parler de la référence chinoise et de son origine. Eh bien, c'est en réalité sans importance. C'est un terme que nous comprenons tous aujourd'hui. Il désigne un pays qui projette de la puissance, mais qui est incapable ou refuse d'utiliser cette puissance, de brandir le grand bâton lorsqu'il s'agit de se défendre. Et c'est là que se trouve la Russie aujourd'hui. Je suis perplexe. Je suis perplexe parce que M. Poutine, dès le jour où il est entré en fonction, a été loué ou dénoncé comme un mâle alpha. Tout le mouvement féministe a aussitôt eu horreur de lui, car il était clairement, avec ses chevauchés torse nu, un homme à la forte présence physique, même s'il est de petite taille. Et bien sûr, lorsqu'il parlait de son enfance à Leningrad comme d'un bagarreur, un gamin qui traînait dans les cours et se faisait provoquer par des brutes, comme cela arrive toujours entre enfants, il se défendait et frappait le premier. Eh bien, où est ce M. Poutine aujourd'hui? Disparu. Aujourd'hui, tous ceux d'entre nous qui ont suivi cette guerre ont été mis en cause, montrés du doigt comme de faux prophètes à plusieurs reprises, et nous sommes à juste titre critiqués par les lecteurs ou les spectateurs qui soulignent que nous n'avons cessé de répéter que la fin de la guerre était imminente. Chaque fois, un nouveau niveau d'escalade est introduit, rendant toutes nos prévisions d'une fin proche obsolètes et inexactes. Si cette guerre se déroulait selon les valeurs militaires traditionnelles, où certaines pertes sont jugées décisives et où l'on se retire simplement du combat, on paie le prix et on attend un autre jour, cela se serait produit. Mais ce n'est pas le cas. Et j'en suis finalement venu à me lasser de faire de fausses prévisions, comme certains de mes collègues continuent de le faire. Ils disent « Oh oui, l'économie russe s'effondre. L'armée ukrainienne se fait écraser. » Eh bien, elle se fait effectivement écraser, mais c'est le cas depuis le premier mois de la guerre. Durant ce premier mois, les Russes disposaient d'un avantage d'artillerie de 10 contre 1 et vraisemblablement d'un avantage similaire en termes de morts et de blessés. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée. Et quand je vois cette confiscation de 145 milliards d'euros d'avoirs gelés en Belgique, si cela se concrétise, ce qui est bien possible, car les Européens sont désormais prêts à poursuivre la guerre à tout prix, en violation du droit international, si cela se produit, alors la guerre continuera encore 3 ou 4 ans. Vous avez mentionné que j'ai écrit le premier volume. Je prévois de publier les volumes 2 et 3 au cours du premier trimestre de 2026. Mais je ne veux pas remplir toute une étagère de bibliothèque avec ces volumes.
Je ne pense pas que quiconque souhaite que cela continue encore 3 ou 4 ans. Et les dernières déclarations de Vladimir Poutine, on parle souvent des revirements de Trump. Eh bien, lui aussi a changé d'avis. Lors de la conversation téléphonique du jeudi soir qu'il a eue avec Donald Trump, la veille de la dernière visite de Zelensky à la Maison-Blanche, on disait qu'il avait été ferme, du moins, c'est ce qu'on nous a rapporté. Bien sûr, nous n'avons pas de traces publiques de ses propos, mais ce qu'il a dit a été répété par Trump le lendemain à Zelensky, des mots que nous supposons venir de Poutine. Parce qu'avant que Poutine ne les prononce, Vladimir Soloviev avait déjà dit ces mêmes mots à l'antenne. Et il est certain que ces mots sont venus à Soloviev de la part des proches de Poutine. Le message était « Si vous osez fournir des Tomahawks à l'Ukraine, nous détruirons l'Ukraine ». C'est un message plutôt fort. Et puis une semaine plus tard, Poutine fait marche arrière. Maintenant il dit « Oh oui, eh bien ne détruisons plus l'Ukraine ». Ce serait vraiment un coup dur pour nos relations. Ce n'est donc pas sérieux. Si j'étais l'un des ennemis de M. Poutine au Sénat des États-Unis ou ailleurs dans le gouvernement américain, ou assis à Bruxelles, je dirais « Mon Dieu, cet homme est faible ». Et la faiblesse est le contraire de la force de dissuasion. Je peux comprendre pourquoi, surtout après l'arrivée de Trump au pouvoir, il y aurait eu une certaine volonté de privilégier la réduction des tensions plutôt que le maintien de la dissuasion. Parce que, eh bien, en termes diplomatiques, la Russie ne reverra jamais un autre Trump. Quelqu'un qui parlait favorablement de la Russie, disait vouloir s'entendre et reconnaissait que l'expansion de l'OTAN, à plus d'une reprise, était la cause de la guerre. Encore une fois, cela semblait être une voie vers la paix. Enfin, cela semblait l'être. Utilisons le passé ici. Mais il y avait aussi des inquiétudes légitimes concernant l'escalade, et étant donné que la guerre tournait à l'avantage de la Russie, il ne voulait pas faire de vagues. Mais bien sûr, la situation actuelle est très différente. Nous voyons, comme vous l'avez dit, que la pression sur Poutine pour qu'il fasse quelque chose, n'importe quoi, pour riposter, s'intensifie. Je pense qu'il est juste de dire que la diplomatie est désormais morte. Trump, malgré tout son discours, tout ce qui a été discuté en Alaska concernant les causes profondes de la guerre, eh bien maintenant il revient encore sur le cessez-le-feu. Donc tout ce dont ils ont parlé, absolument tout, est désormais jeté aux oubliettes. Je veux dire. Et puis les sanctions sur le pétrole russe sont techniquement des sanctions secondaires, car ils vont s'en prendre aux partenaires de la Russie, l'Inde et la Chine. Et comme vous l'avez dit, les Européens légalisent essentiellement le vol des avoirs russes afin de financer davantage la guerre pendant encore quelques années. Tous ces éléments montrent une volonté d'empêcher la chute de l'Ukraine et de prolonger le conflit. Mais il n'y a pas seulement une pression sur Poutine. Je pense qu'il y a aussi une reconnaissance plus large aujourd'hui que la diplomatie est morte. La Russie se trouve sur un terrain beaucoup plus solide si elle décide de monter l'échelle de l'escalade. Je repense à il y a quelques mois. L'Oreshnik n'était qu'un missile d'essai et il est maintenant en production industrielle. Les Russes semblent être dans une position bien plus forte aujourd'hui s'ils veulent commencer à rétablir leur capacité de dissuasion. Mais pensez-vous que cela déclencherait une guerre directe entre l'OTAN et la Russie si la Russie intensifie le conflit ou que cela l'empêcherait? D'abord, prenons un peu de recul. Vous avez dit que tout le monde s'accorde à dire que la diplomatie n'est plus une option, tout le monde sauf M. Poutine. Or, il y a un jour ou deux à peine, il a répété que le dialogue vaut bien mieux que la confrontation. Et ensuite, il a envoyé M. Dmitri aux États-Unis pour une mission insensée, donnant l'impression que les États-Unis et la Russie continuent de se parler
et de réfléchir à de grandes affaires pour l'avenir. C'est une mise en scène totalement vide, qui ne fait que démontrer une incompréhension totale de la part de M. Poutine et de ses conseillers, de qui est M. Trump, de ce qu'est l'administration américaine, et de la manière de traiter avec elle. Ils se trompent complètement. La mission de ce monsieur Dmitri est vide de contenu, car tout ce qui la concerne est dénué de sens. Dmitri est un homme brillant, très ambitieux, et il sert le patron des patrons en gardant évidemment un œil sur l'avenir de sa carrière politique. Je n'ai rien à redire à cela, mais ce qu'il fait maintenant est totalement stupide pour les intérêts de la Russie. Vous récompensez les États-Unis en prétendant que les deux pays sont encore en bons termes et qu'ils ont de grands projets économiques pour l'avenir. Le lendemain, les États-Unis imposent des sanctions secondaires. Cela a été discuté avec Trump, discuté avec Poutine. Quel est le résultat ou la conséquence probable de ces sanctions? Et Poutine a dit, « Oh, nous nous entendrons bien. » Ce n'est pas un accord. Et Trump a dit, « Nous verrons comment vous vous en sortez dans 6 mois. » Entre les deux, je suis d'accord avec Trump et je ne suis pas d'accord avec Poutine. Ce qui s'est passé, petite digression ici, c'est que nous parlons des sanctions secondaires visant les deux plus grands consommateurs, les acheteurs de pétrole russe, à savoir l'Inde et la Chine. Les sanctions contre la Chine sont presque sans effet. Non seulement parce que la Chine pourrait cesser de fournir des métaux rares aux États-Unis et que l'industrie américaine s'arrêterait le lendemain, mais aussi parce que la majeure partie du pétrole chinois arrive par des oléoducs, qui ne sont en rien affectés par les sanctions imposées, puisqu'elles visent le pétrole transporté par voie maritime. L'Inde, c'est le cas inverse. L'Inde n'a pas de mainmise sur les métaux rares. Elle n'a pas de gourdin à brandir contre les Américains, comme le font les Chinois. Et son pétrole, dont le volume est à peu près équivalent à celui que la Chine importe, arrive entièrement par voie maritime. Hier, je crois que c'était Reliance, une entreprise privée et le plus grand importateur de pétrole russe en Inde, qui a annoncé qu'elle n'achèterait plus de pétrole. Ce n'est évidemment pas la fin du jeu. Les Russes et les Indiens cherchent sans doute à trouver des solutions de contournement, mais il y aura une perte de vente. Et qu'est-ce que cela signifie pour le budget russe? M. Trump a raison. Si les Russes ne parviennent pas à convaincre les Indiens de maintenir le même niveau d'importation, ils perdront environ 10% du budget de l'État. 10%. Maintenant, ils enregistrent un déficit parce que le gouvernement russe accorde simultanément la priorité aux armes et au beurre. Autrement dit, toutes les prestations sociales augmentent, l'indexation progresse et le niveau de vie de la grand-mère est meilleur que le mois dernier. Tout cela avance et ils ont un déficit budgétaire. Si vous creusez un trou de 10% dans le budget, la Russie va énormément en souffrir. Et Trump le sait, et Poutine le nie. Il le sait aussi. Ils ont donc un gros problème. Il n'agit pas honnêtement envers son propre peuple, et il ne prend pas de décisions suffisamment rationnelles compte tenu du comportement des Américains. La pire chose qu'il pouvait faire, c'était d'envoyer Dmitri aux États-Unis juste après l'introduction de ces sanctions. Et toute l'affaire Dmitriev en général, juste pour revenir un instant en arrière, est une absurdité totale. C'est seulement que nous, Américains et Russes, aurons de grandes affaires ensemble. Nous faisons de grandes affaires. Très bien. J'entends cela depuis 1975. À partir de 1975, j'ai été très profondément impliqué dans toutes les grandes affaires que les États-Unis et la Russie étaient censés avoir. Et franchement, il n'y a rien eu, non pas par mauvaise volonté, mais à cause des structures économiques différentes. En gros, il n'y a rien à harmoniser comme c'était, et comme c'est avec l'Europe, où les deux s'accordent très bien, fournisseurs de matières premières. Les États-Unis n'ont pas vraiment besoin des matières premières russes. Et ce projet
Ce méga-projet montre encore une fois une très mauvaise compréhension de la part de M. Trump. Oh, Trump est un grand promoteur immobilier. Alors nous allons lui proposer ceci. Nous construirons un tunnel de 8 milliards de dollars reliant l'Alaska à l'extrême-orient russe. Pour transporter quoi? Rien. Il n'y a rien à transporter. Ils pensaient être très très malins avec M. Trump, mais ils ne l'ont pas été. Et cela se répercute sur cette question de dissuasion. Je pense que Poutine a fait de très mauvais choix. Envoyer Dmitriev a été la pire chose qu'il pouvait faire. Prononcer ce discours maladroit il y a un jour, disant que nous avons encore une option diplomatique et que nous ne voulons pas de confrontation, c'est exactement, directement à l'encontre de ce que vous disiez, de ce que je dis et de ce que disent des gens comme Dmitry Trenin et Dmitry Sims, qui sont vraiment très bien connectés à la structure du pouvoir en matière d'affaires étrangères en Russie. Il y a donc un problème à ce niveau-là. Oui, eh bien, je ne comprends pas très bien pourquoi le Kremlin pense encore qu'il a un précédent de paix à la Maison-Blanche. Parce que je veux dire, lorsque les États-Unis abordent d'autres pays, le scénario idéal pour eux est celui où ils sont autorisés à les bombarder un peu, comme la plupart des pays du Moyen-Orient. Donc, une attaque modérée de temps en temps. Et avec la compréhension que s'il y a une quelconque riposte, cela s'intensifierait de manière spectaculaire. La seule façon d'éviter une telle situation, c'est d'avoir une dissuasion crédible. L'Iran, par exemple, l'a très clairement indiqué. Toute attaque contre lui sera suivie d'une réponse, et tout le monde sait qu'il répondra. Cela ne veut pas dire qu'une guerre n'arrivera pas, mais cela incite à une certaine prudence. Mais nous avons maintenant créé ce scénario étrange où, au départ, il était en quelque sorte entendu que les pays de l'OTAN soutenaient l'Ukraine dans le cadre de la guerre, limitée au territoire ukrainien. Mais ensuite est venue cette idée. Pourquoi la guerre devrait-elle être confinée là-bas? Apportons-la en Russie. Et maintenant, on voit à nouveau que non seulement Trump a imposé directement des sanctions à la Russie, ce que même Biden n'aurait pas fait, notamment sur le pétrole, mais qu'en plus, tous ces pays de l'OTAN, avec Zelensky à Londres, au sein de la coalition des volontaires, comme ils s'appellent eux-mêmes, discutent des missiles à longue portée à utiliser, de la manière dont l'OTAN peut aider, probablement en utilisant ses armes et des cibles à choisir. Eh bien, essentiellement, il n'y aura pratiquement aucune participation ukrainienne. Nous sommes désormais dans une guerre directe, et pendant qu'ils se font frapper en plein visage, ils disent en gros, eh bien, parlons plutôt. Je veux dire, le principe même de la dissuasion, c'est que s'il y a une hostilité à sens unique, où l'OTAN peut frapper la Russie, mais que la Russie ne réagit pas, pourquoi l'OTAN voudrait-elle alors parler à la Russie? Je veux simplement dire qu'en théorie politique, on part souvent du principe que les pays continueront à pousser, encore et encore, jusqu'à ce qu'on leur résiste. Une fois l'équilibre atteint, on commence alors à discuter et à chercher un moyen de renforcer la sécurité mutuelle. Il est donc effectivement étrange de voir que Poutine continue de se comporter comme s'il adhérait à la rhétorique de Trump, que ce n'est pas sa guerre, qu'il essaye de la terminer. Le fait que Trump n'ait pas mentionné une seule fois, au cours des derniers mois, la fin de l'expansion de l'OTAN rend l'ensemble de la situation encore plus frauduleuse, surtout maintenant qu'il revient sur toute cette idée de s'attaquer aux causes profondes. Mais si les Russes devaient rétablir leur capacité de dissuasion maintenant, il semble qu'il y ait de fortes chances que nous finissions par entrer en guerre, précisément parce qu'en ce moment, les Européens, du moins, semblent presque chercher une raison de se battre. Chaque fois qu'un petit drone s'approche d'un aéroport allemand, on parle de guerre hybride, même s'ils arrêtent des Allemands pour cela.
Mais selon vous, où un conflit pourrait-il éclater? Car, alors que Keir Starmer se félicite des sanctions de Trump, il a déclaré que nous aiderions à retirer le pétrole russe du marché. Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Cela peut signifier des sanctions. Cela peut signifier commencer à saisir des navires russes, ou encore aider davantage aux frappes à longue portée contre les raffineries russes. Comment voyez-vous l'escalade évoluer? On dirait que l'OTAN se prépare à une nouvelle série d'attaques contre la Russie. Eh bien, je pense que l'équipe de M. Poutine comprend le concept de fenêtre d'opportunité. Le lancement de l'opération militaire spéciale en février 2022 reposait précisément sur une telle fenêtre, sur l'avantage technologique et les systèmes d'armes stratégiques que la Russie s'était convaincue d'avoir rendu opérationnels et qu'elle pouvait utiliser à tout moment. Pour la première fois depuis 70 ans, la Russie est techniquement et stratégiquement en avance sur les États-Unis et non 3 pas derrière. Cette conscience d'une fenêtre d'opportunité a déterminé à la fois le moment et la manière de l'opération militaire spéciale. Et c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. Pour répondre à votre remarque, c'est le moment pour la Russie de frapper. Les Européens reconnaissent qu'ils n'ont rien, et ils annoncent publiquement 2029 comme la date à laquelle ils seront prêts. Pourquoi diable pense-t-il que la Russie va rester les bras croisés à attendre d'être frappée simplement parce que les Européens seront enfin prêts? Si l'équipe de M. Poutine a la moindre réflexion stratégique, elle comprendra cela et anéantira l'Ukraine dès maintenant, avant que l'Europe ne puisse réagir. Les Européens se retrouveront à se lamenter, les Américains diront « Nous vous l'avions bien dit » et tout s'arrêtera là. Si le potentiel militaire et les centres de décision de l'Ukraine sont détruits maintenant, ce que ces frappes aériennes rendent manifestement possible, fin de la partie, ou partie et match. Je suis stupéfait que l'équipe de Poutine ait oublié la notion de fenêtre d'opportunité. La Russie n'a pas eu de représailles qui m'image béni toward Hobbes à cet précis. Mais toute l'idée d'une dissuasion, c'est précisément qu'elle ne devrait pas avoir à être utilisée. Autrement dit, si elle est crédible, bien communiquée, et que les capacités sont évidentes. Or, tout le monde sait que les capacités existent, mais elle n'est plus crédible. La communication est médiocre. Je veux dire, si le langage était suffisamment ferme pour que l'OTAN le comprenne, comme signifiant que la Russie, ou le Kremlin, n'aurait pas la possibilité de revenir en arrière en cas de violation des lignes rouges, alors ce serait crédible. Mais c'est pour cela que je m'y intéresse. On s'attendrait à un discours dans lequel le président Poutine dirait, vous savez, si des missiles à longue portée opérés par des pays de l'OTAN frappent notre territoire ou notre sol, alors nous ferons A, B et C. Si c'est clairement énoncé, et qu'ils savent que le public russe n'accepterait rien d'autre, et que la direction militaire et politique n'accepterait aucun retour en arrière sur des engagements aussi explicites, alors ils n'auraient pas à utiliser leur dissuasion. Il faudrait alors une frappe sur les centres de décision ukrainiens. Ils n'auraient pas à passer par cette escalade. Mais je suppose que ce qui m'inquiète, c'est que tant qu'ils ne le communiquent pas, on monte de plus en plus haut sur l'échelle de l'escalade. Et lorsqu'ils finiront par riposter, on se retrouvera dans une situation de guerre. Ce que je suggérais, ce n'était pas une guerre avec l'OTAN. Je suggérais de détruire l'Ukraine. Ce sont deux choses différentes. La destruction des élites politiques à Kiev serait un avertissement. Cela établirait ou rétablirait la capacité de dissuasion de la Russie. Revenons un peu dans l'histoire. Il y a eu 1956, il y a eu 1968. La Russie disposait alors de toutes sortes de moyens de dissuasion dans son arsenal militaire, mais elle a tout de même envahi la Tchécoslovaquie et la Hongrie.
Elle a écrasé une mouche avec un marteau, et cela a fonctionné. Et c'est ce que je dis maintenant. Je ne dis pas qu'il devrait. Il y a des têtes brûlées russes qui disent « Eh bien, nous devons bombarder l'Allemagne, nous devons rayer Londres de la carte. » Je ne dis pas cela du tout. Ce qu'ils doivent faire, c'est aller au cœur du problème, qui est la chambre d'écho d'une guerre russo-OTAN. Il ne s'agit pas de provoquer une guerre entre la Russie et l'OTAN. Si l'Ukraine est éliminée, mais de la manière que je décris, ce n'est pas mon idée. Je ne fais que répéter ce qui a été dit par des penseurs russes respectés. Certes, il y a des débats sur le degré de respectabilité de M. Karaganov, mais il n'en demeure pas moins une figure majeure de l'établissement politique russe. Et à ce niveau, voire à un niveau inférieur, il parlait d'utiliser une arme nucléaire tactique en Europe occidentale pour démontrer la volonté de la Russie d'aller jusqu'au bout si nécessaire. Rien de tel n'est nécessaire. Des Kadyrovtsi détruisant quelques centaines de personnes dans le centre de Kiev, celles qui composent le régime, pourraient suffire à accomplir la tâche et à rétablir la dissuasion de la Russie à l'égard de tous ces bellicistes qui se trouvent être chefs de gouvernement en Europe occidentale. Eh bien, c'est là le risque, justement, quand on laisse son pouvoir de dissuasion s'affaiblir, voire être complètement sapé. Soudain, on voit apparaître des propositions émanant de personnes tout à fait respectées qui plaident pour l'emploi d'armes nucléaires tactiques contre des pays européens afin de rétablir la dissuasion. Cela n'aurait pas été un sujet, je veux dire, si on l'avait maintenu, c'est ce que je voulais dire au départ. Autrement dit, je pense que les deux camps et le monde en général y perdent lorsqu'une grande puissance laisse sa dissuasion s'éroder. C'est à ce moment-là qu'il y aura une surcompensation par la suite. On a simplement l'impression, compte tenu du changement de rhétorique et aussi de la situation sur le terrain, l'accessibilité désormais de l'Oreshnik à une bien plus grande échelle, que nous atteignons ce point où la riposte viendra. Mais si tel est le cas, on devrait s'attendre à un changement de rhétorique, car si le président Poutine intensifiait son discours, alors peut-être n'aurait-il pas besoin d'aller jusqu'à réellement utiliser ces armes. Il n'avait pas besoin d'intensifier personnellement la rhétorique, mais il doit cesser de réprimander la personne de son gouvernement qui était la mieux placée pour le faire. Je parle de Sergei Ryabkov. C'est Ryabkov qui, en décembre 2021, a présenté l'ultimatum, ou les projets d'accord qui étaient en réalité un ultimatum, à Washington et à l'OTAN. Soit vous retirez volontairement vos structures de l'OTAN à leur position de 1987, soit nous vous repousserons. Voilà un langage plutôt dur. Et c'est ce même Ryabkov qui a été désavoué par Poutine il y a moins d'une semaine pour avoir dit ce que vous venez de dire au début de cette conversation, que la diplomatie avait cessé d'être utile. Ces personnes, comme Ryabkov, et il n'y en a pas beaucoup comme lui, sont vraiment remarquables et courageuses, car ils savaient parfaitement dans quoi ils s'engageaient en disant cela. Il savait qu'il mettait sa carrière en danger en disant cela. Ils sont à l'intérieur du gouvernement, pas à la télévision d'État. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est quelque chose qui va sans doute sembler un peu étrange, je pense, aux téléspectateurs. C'est que nous vivons depuis longtemps avec les récits néoconservateurs sur l'apaisement. Nous ne pouvons pas traiter avec ce dictateur en Irak, nous ne pouvons pas traiter avec ces gens en Libye, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas les apaiser, et ainsi de suite. Et il y a toujours une référence à Chamberlain et à son discours sur la paix pour notre temps, après sa rencontre avec Hitler et la reddition des Sudètes. Tout cela, c'était des absurdités, de la pure propagande. Mais ce que j'ai entendu M. Poutine dire il y a un jour et demi, c'était un discours à la Chamberlain, et cela m'a profondément déplu.
Donc, je suppose que c'est une dernière question. Avez-vous des prévisions sur la direction que nous prenons maintenant? Parce que vous donnez l'impression que Poutine tient bon. J'ai eu l'impression qu'il opérait un léger changement, qu'une réponse pourrait venir. Encore une fois, je n'en suis pas certain, mais c'est l'impression que j'en ai eue. Eh bien, j'espère que tu as raison, mais je suis consterné qu'il ait renvoyé Dmitriev, car cela sape toute idée de son passage d'une diplomatie productive attendue à la restauration du pouvoir de dissuasion de la Russie par la communication et une démonstration de fermeté. Je ne sais pas, personne ne sait ce qu'il va faire ensuite. Mais il a été incohérent ces 2 ou 3 dernières semaines, et je pense que tu seras d'accord avec moi, incohérent à sa manière, tout comme Trump. L'une des critiques que j'entends de la part de collègues, confidentiellement, en aparté, pas en public, est que Poutine doit se comporter ainsi parce qu'il reçoit des rapports de psychologues russes qui ont étudié Trump. Sa volatilité, son imprévisibilité et le danger qu'un homme comme lui représente avec son doigt sur le bouton nucléaire. Et donc, il joue avec Trump de cette manière. Je n'y crois pas du tout. À mon sens, M. Trump est un bon chrétien, un vrai croyant, un homme de famille, et la dernière chose qu'il souhaite voir, c'est les États-Unis, y compris sa propre famille, réduits en cendres. Donc je ne m'inquiéterai pas une minute que Trump fonce tête baissée. Je ne crois rien de tout cela. Je pense que certaines personnes essayent simplement de se couvrir pour avoir été des apologistes de Poutine. Je ne suis l'apologiste de personne. Nous avons déjà abordé cette question. J'essaye simplement de continuer à lire la situation telle que je l'aperçois. Et peut-être que vous avez raison. J'espère que vous avez raison, qu'il a vraiment vu la lumière et qu'il sera plus ferme et protégera mieux les intérêts de la Russie. Mais je n'en suis pas encore convaincu. Eh bien, mon impression de l'administration Trump était qu'elle était assez transactionnelle, mais aussi pragmatique, qu'elle évaluait ses politiques sur la base d'une analyse coût-bénéfice. Auparavant, des personnes comme Marco Rubio se voyaient demander « Pourquoi ne poussez-vous pas à imposer davantage de sanctions à la Russie ?» Et sa réponse était « Eh bien, cela compromettrait la possibilité d'une diplomatie. » Mais ensuite, les Russes ont supprimé ce coup en disant « Non, 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 vous pouvez sanctionner toutes nos compagnies pétrolières et nous enverrons Dmitriev aux États-Unis dès le lendemain pour discuter d'un canal de paix. » Je veux dire, on pourrait penser qu'ils communiqueraient davantage sur les coûts de l'escalade. Mais, oh, c'est très dangereux. Encore une fois, les gens interprètent souvent cela comme Poutine essayant de préserver la paix ou quelque chose du genre. Mais comme nous en avons discuté, lorsque la dissuasion s'affaiblit, la paix devient plus fragile. Il est désormais plus probable qu'il y ait une guerre dont tout le monde sortirait perdant. Mais oui, voyons ce qui va se passer. J'ai le sentiment que quelque chose est en train de changer à Moscou, mais cela reste à voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est très aimable à vous. Well, very kind of you.